Bonjour au 3e B, bonjour, j'espère que vous portez bien toujours, j'espère que vous supportez encore là cette période d'enseignement à distance, que vous restez évidemment motivé, assidu. Assidu pourquoi? Parce qu'on est en train de voir des choses qui vont vous servir pour l'an prochain, pour le lycée, et puis structurellement des choses qui vont vous servir pour votre vie entière, puisque là on va attaquer un chapitre absolument essentiel pour la compréhension du monde tel qu'il est aujourd'hui, et d'ailleurs également de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui on va introduire, alors je dis introduire parce que je ne vais pas faire une vidéo qui va expliquer tout le chapitre, elle viendra après, mais là c'est une vidéo qui va introduire le chapitre sur l'indépendance des nouveaux États, notamment l'indépendance des États en Afrique, que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique du Nord, donc l'Afrique maghrébine. D'abord, un petit rappel, on vient de voir la guerre froide, on vient de la terminer. Vous m'avez rendu un développement construit sur l'affrontement culturel, idéologique et politique des deux superpuissances de l'après-deuxième guerre mondiale que sont l'Union soviétique et les États-Unis. J'espère que vous n'avez pas rencontré de difficultés. Je vais vous rendre une correction et un rendu de votre évaluation dans la semaine. Mais voilà, du coup, on a terminé le chapitre sur la guerre froide qui a commencé juste après la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est terminée avec la chute de l'URSS en 1991. Eh bien, le chapitre qu'on va voir ici, c'est les mêmes bornes chronologiques, à savoir que également on est après la Deuxième Guerre mondiale et également ça se termine à la fin du XXe siècle, dans les années 80. La décolonisation, pour la comprendre, il faut comprendre à la colonisation. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? Il y a 4 termes. On va faire une petite mise au point sur le vocabulaire. Il va y avoir 4 termes très importants pour la compréhension de cette vidéo et pour la compréhension de votre semaine. La colonisation, c'est la prise d'un territoire étranger et la domination du peuple qui le compose. Par exemple, la colonisation de l'Amérique à partir de 1492, quand un peuple occupe la terre qui n'est pas la sienne, et qu'il domine le peuple qui était là avant. Ça, c'est la colonisation. C'est la prise du territoire, qui intervient donc après la conquête. Décolonisation, ça va être justement l'inverse. Ça va être après la colonisation, le fait que le peuple qui a été colonisé regagne son indépendance et regagne sa liberté. Donc décolonisation, donc, c'est le processus par lequel des États vont se créer indépendamment de la puissance qui les avait colonisés. Donc ils vont briser les chaînes de la colonisation. Donc c'est la décolonisation. Il va y avoir 2 termes également importants, ça va être celui de colonialisme et de décolonialisme, ou plutôt d'anticolonialisme. Donc le colonialisme, c'est un ensemble d'idées qui va justifier la colonisation, tout simplement. Des arguments, un ensemble d'idées qui va dire la colonisation, c'est bien. L'anticolonialisme, donc, ça va être à l'inverse des discours, des idées qui vont critiquer violemment la colonisation. Donc l'anticolonialisme, c'est le discours contre la colonisation. Bien. Une fois qu'on a vu ces 4 termes, on va donc s'attacher à introduire ce chapitre avec cette vidéo qu'on pourrait appeler de la colonisation à la décolonisation, introduction aux nouveaux États, tout simplement. Alors d'abord, la colonisation européenne. La colonisation européenne, pourquoi, comment?
D'abord, la colonisation, ce n'est pas un phénomène nouveau du XXe siècle. La colonisation, c'est le fil directeur de l'histoire de l'humanité. D'accord. L'humain a toujours colonisé, en tout cas l'humain a colonisé à partir de la révolution néolithique. Les agriculteurs éleveurs nouveaux, donc les nouveaux agriculteurs éleveurs qui apparaissent durant la période néolithique entre 10 000 et 6 000 avant Jésus-Christ, vont coloniser des territoires où il y avait encore des nomades. Ils vont les chasser, d'accord, pour imposer le mode de vie sédentaire, alors que les chasseurs-cueilleurs sont des nomades. Il y a eu ensuite, et c'est à partir de là qu'on va définir la colonisation grecque, à partir de 800 avant Jésus-Christ, puisque colonisation, ça vient du mot colonie, et ça vient du latin colonus, et colonus c'est quoi? C'est cultivateur en latin. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Grecs, à partir de 800 avant Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'ils vont coloniser tout le pourtour là, tout le pourtour de la Méditerranée? C'est tout simplement pour aller cultiver des terres. D'accord? C'est tout simplement pour aller exploiter les ressources agricoles des terres, parce qu'à l'époque, la Grèce avait un climat très sec, où il n'était pas très bon de cultiver. On ne pouvait pas cultiver beaucoup de choses, le climat ne le permettait pas. Donc les Grecs sont partis pour aller exploiter, pour aller prendre, conquérir, et ensuite donc coloniser, fonder des colonies pour exploiter les ressources agricoles. Ça, c'est la colonisation. D'accord. On avance, puisque évidemment la vidéo ne peut pas faire 1 heure, mais on avance en 1492 avec une date que vous connaissez très bien, puisque c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et donc à partir de 1492 vont se succéder des conquistadors qui vont finalement conquérir et coloniser l'ensemble du continent américain, continent qui n'existait pas pour l'Européen avant 1492. Et donc, ils vont se partager, donc je parle toujours des Européens, ils vont se partager l'Amérique en deux, avec au sud les puissances du Portugal et de l'Espagne, d'accord, puisque Christophe Colomb a d'abord débarqué en Amérique du Sud, sur les îles antillaises et à Cuba. Et puis au nord, la France et l'Angleterre. Voilà. Donc, au sud, les Espagnols et les Portugais vont exploiter l'or, donc des ressources minières, vont exploiter le cacao, le sucre, le café, etc. Au nord, c'est le blé pour les Français et les Anglais. Donc, on le voit bien que là, pour l'instant, il y a des ambitions économiques. Il s'agit d'exploiter une terre pour s'enrichir davantage, puisqu'on est d'accord qu'on est dans ce passage de l'être à l'avoir. Là, on est dans l'avoir. L'important, c'est l'appropriation de terre pour une appropriation des ressources, d'accord, pour s'enrichir. Au XVIIIe siècle, donc on a toujours cette exploitation de l'Amérique, hein, on est centré sur l'Amérique, l'Européen est centré sur l'Amérique, et au XVIIIe siècle, des Européens vont découvrir les côtes africaines. Il ne va pas rentrer dans le territoire africain, il va juste rentrer sur les côtes africaines pour fonder ce qu'on appelle des comptoirs. Comptoirs, c'est des ports duquel on va prendre donc les ressources africaines pour les faire transiter. Et donc au XVIIIe siècle, c'est le commerce triangulaire. Quand on va prendre des esclaves sur les côtes africaines pour qu'ils aillent cultiver les plantations de sucre, de cacao en Amérique, et puis revendre le sucre et le cacao en Europe pour évidemment s'enrichir, puisqu'il s'agit d'une classe sociale que vous connaissez qui profite du commerce triangulaire, c'est la bourgeoisie. Donc, on est au XVIIIe siècle et l'Européen est centré sur l'Amérique. Sauf que en 1776 va intervenir l'indépendance des États-Unis. Bon, l'indépendance des États-Unis, ça veut dire que finalement l'Amérique du Nord va cesser d'être exploitée, à part le Canada, mais c'est plutôt mineur. Et en plus, le Canada va obtenir son indépendance après. Il reste l'Amérique du Sud, mais en Amérique du Sud, au début du 19e siècle,
il y a des insurrections, des révoltes, des peuples pour leur indépendance et pour leur liberté. Et donc, il va y avoir par exemple un personnage comme Simon Bolivar qui va être très actif dans l'indépendance et dans la création de pays comme le Venezuela, comme la Bolivie, Bolivar, ou comme la Colombie. Donc, au 19e siècle, au début du 19e siècle, toute l'Amérique n'est plus disponible à l'exploitation européenne, d'accord, puisque ce sont des États désormais indépendants. Ce ne sont plus des colonies. Donc, l'Européen, il va se tourner vers l'Afrique, d'accord. Et alors qu'auparavant, seules les côtes africaines étaient découvertes, il va y avoir des explorateurs européens comme Barth, comme Brazza, qui vont rentrer à l'intérieur du territoire africain pour constater que oh bah, voici un territoire où l'Européen n'est pas rentré véritablement et où pourtant il y a des richesses à prendre, d'accord. Donc il va falloir prendre les richesses. Et donc au 19e siècle, les Européens vont s'attaquer à la conquête du territoire africain. Alors, il y avait des gens dans ce territoire africain, on est bien d'accord. Il y avait un système, alors c'est sûr que c'est pas le système occidental, mais c'est un autre système, c'est une autre manière de vivre, un système tribal, donc par tribu, où il n'y a pas d'argent, où il y a du troc, où il y a une harmonie avec la nature, un état naturel des choses, et puis une religion qui est limite panthéiste dans le sens où les éléments naturels sont des dieux. Bon, c'est une autre manière de le voir. Mais les Européens voient dans ce continent une véritable mine d'or pour s'enrichir. Donc, ce qui va se passer, par exemple pour l'Algérie, c'est qu'en 1830, l'Algérie va être conquise à partir de 1830 par la France, et puis en 1848 la conquête sera terminée. Alors il y a eu des résistances quand même, hein, puisque entre 1830 et 1848 il y a 18 ans, notamment parce qu'un certain Abdelkader a résisté, mais en 1848 la France conquiert l'Algérie. L'Algérie est conquise et la France va administrer l'Algérie en 3 départements, d'accord. Et l'Algérie va devenir une colonie de peuplement. Ça veut dire que on ne va pas seulement exploiter les ressources de l'Algérie, on va peupler l'Algérie de colons français, donc il va y avoir des Français qui vont aller s'installer en Algérie pour superviser la culture des terres, sachant que la main-d'œuvre, ce sera les Algériens, les indigènes algériens sur place. Donc, l'Algérie est conquise. Ça, c'est pour le cas algérien. D'un point de vue général, toute l'Afrique est partagée entre les Européens. En 1884 et 1885, toutes les puissances européennes se réunissent à Berlin autour d'une table. On met une carte sur le mur et on dit toi tu prends ça, toi tu prends ça, toi tu prends ça, toi tu prends ça. D'accord ? Sauf que là, on parle d'un continent, on parle de cultures africaines traditionnelles, on parle de peuples, d'accord, qui vont être divisés en plusieurs parcelles, d'accord. Peut-être qu'il va y avoir des peuples totalement différents qui vont être mis ensemble. Bon, il va y avoir des peuples semblables qui vont être séparés. Bref, on va donc se partager le gâteau africain, d'accord. Le gâteau africain sera partagé et il y aura même le Premier ministre anglais qui avouera, qui dira on s'est partagé des terres mais on ne connaissait même pas, on s'est donné des montagnes, on s'est donné des lacs, mais on ne les connaissait même pas. D'accord. Donc ça veut vraiment dire qu'ils ont pris une carte, ils ont dessiné, ils ont dit toi tu prends ça, toi tu prends ça, toi tu prends ça, au mépris évidemment des particularités culturelles africaines, parce qu'en Afrique, il y a des cultures différentes, d'accord. Le noir du Niger n'est pas le noir du Cameroun, ni le noir du Soudan, d'accord. Mais, voilà, on se partage le gâteau africain pour l'exploitation des richesses. Donc ça, c'est en 1884-1885. Donc après ce partage de la conférence de Berlin, il se trouve que l'Empire français est gigantesque. Il y a l'Afrique occidentale française, AOF, le Maghreb tout entier, avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, mais il y a également l'Indochine, et Madagascar. Donc c'est un empire,
C'est un empire et il s'étend donc de l'Indochine au Maghreb en passant par Madagascar. L'empire anglais ne se débrouille pas si mal non plus. Bon, en tout cas, on se retrouve en 1885 avec un gâteau africain partagé. D'accord ? Évidemment, quand je dis gâteau africain, c'est ironique, puisque on parle d'un continent avec des peuples. En 1885, et c'est là qu'il va y avoir une nouveauté et quelque chose d'un petit peu problématique qui va d'ailleurs entraîner ce qui s'est passé en Europe avec Adolf Hitler et le génocide juif, par exemple, ou le génocide arménien en 1915. Puisque en 1885, Jules Ferry déclare, il fait un discours, notamment face à un opposant qui s'appelle Clémenceau. Il fait un discours dans lequel il va justifier la colonisation. Alors je vous l'ai dit, la colonisation c'est pour exploiter des richesses. Par exemple en Algérie, on va amener d'Algérie en métropole du vin, des olives, du fer également, du blé. Jules Ferry, il va dire que tout ça, c'est parce que la civilisation supérieure française se doit de civiliser les civilisations inférieures. Ça s'appelle donc le racisme, tout simplement. Ça veut dire que cette colonisation, elle va être justifiée par la supériorité d'une race européenne par rapport à une autre, africaine, d'accord ? Puisque même si au Maghreb les gens sont de couleur un petit peu plus blanche, on parle donc du même continent, le continent africain. Donc Jules Ferry va dire les civilisations supérieures les races supérieures doivent civiliser les races inférieures, et donc il va falloir apprendre un petit peu aux sauvages africains comment on fait pour vivre vraiment bien. Vivre vraiment bien, ça veut dire sur le modèle européen. Donc, pour justifier le pillage économique, puisqu'on va piller les ressources, il va apporter une justification raciale. D'accord ? Et donc, ça s'appelle le racisme. Puisque le racisme, dans sa définition, c'est mettre une hiérarchie entre les êtres humains selon la race. D'accord ? Racisme. Donc, ça s'appelle le racisme. Et évidemment, ça va donner lieu à plusieurs phénomènes, à plusieurs exemples qu'il va falloir un petit peu développer cette semaine. Par exemple, parce qu'il va bien falloir justifier auprès de sa population qu'on a colonisé des territoires pour piller leur territoire. On ne va pas dire aux Français qu'on le fait pour piller, on va dire aux Français que ces peuples-là sont inférieurs et qu'il faut donc leur apprendre à vivre un petit peu. Et il va aussi falloir finalement apprendre aux populations à être racistes. On va donc organiser ce qu'on appelle des expositions coloniales. Donc, il y en a beaucoup des exemples d'expositions coloniales. Il y en a eu à Marseille en 1906, à Paris la même année. Il y en a eu également en Belgique en 1897, par exemple, à l'exposition internationale de Bruxelles. Il y avait un panneau « Ne pas donner de nourriture aux Congolais, ils sont déjà nourris ». Pourquoi ? Parce que dans cette exposition coloniale, on va organiser des parcs, donc des zoos humains, un petit peu, des zoos, sauf qu'il n'y a pas d'animaux, mais ce sont des humains, où on va montrer aux blancs européens que le noir, il n'est pas comme nous, d'accord ? Et finalement, le noir, dans ces expositions, va devenir une attraction, d'accord ? Ça va être une attraction. Le but, c'est de montrer à la population que ils sont pas comme nous. Regardez comment ils sont. Il faut les civiliser. Il faut y aller. Il faut conquérir. Il faut continuer à occuper leur territoire. Donc, on a l'exemple donc de Bruxelles. Il y a aussi l'exemple de Liège en 1905, avec une image qui a fait le tour du monde, mais après, parce que ça, c'est des événements qui ne sont pas très connus finalement, avec des Sénégalais dans un bassin d'eau, puisque évidemment un noir dans l'eau, c'est peu commun, d'accord ? Donc il faut bien voir là que ce sont des attractions. Ce sont des attractions et finalement là ils sont traités comme des animaux dans les zoos aujourd'hui. Donc tout ça,
c'est fait pour quoi, ces expositions? C'est fait pour justifier la colonisation aux yeux de la population française, on va dire, prolétaire de base. D'accord? Il faut dire au petit peuple français que la colonisation, c'est bien, c'est utile. On ne va pas dire qu'on pille le pays, mais on va dire que on civilise la race inférieure. D'accord? On l'aide à vivre, et d'ailleurs, pour vous le prouver, regardez-les, on vous les amène, regardez un petit peu comment ils sont, regardez un petit peu comment ils ne sont pas comme nous, en vérité. On va voir qu'il va y avoir des voix qui vont s'élever contre la colonisation et contre cette domination de certains peuples par d'autres peuples. Ça s'appelle l'anticolonialisme. Alors, je le rappelle, l'anticolonialisme, c'est les discours, les idées qui vont s'opposer à la colonisation. Et ces discours anticolonialistes, ils vont se développer au début du XXe siècle. Alors, 1936, Messali Hadj, un grand anticolonialiste algérien, et puis à partir, par exemple, de 1950, Aimé Césaire en Martinique. Alors, on va revenir à pourquoi ces discours anticolonialistes se développent. D'abord, la colonisation en Afrique, elle est violente. La domination sur les peuples africains, elle est violente. Elle se traduit dans trois domaines. D'abord, économique. C'est une domination économique. Les ressources d'Algérie ou d'autres pays n'appartiennent pas aux peuples qui les produisent. Donc aux Congolais, aux Camerounais, aux Algériens. Elles vont appartenir donc à celui qui a colonisé la terre, qui a conquis la terre. Donc, par exemple, pour l'Algérie, puisque c'est l'étude de cas qu'on va voir dans le chapitre, l'élite française va importer du vin, du blé, des olives d'Algérie, en utilisant la main-d'œuvre algérienne, évidemment. Il va y avoir aussi une domination politique. Ça veut dire que ces pays ne sont pas indépendants. Ils ne décident pas eux-mêmes de leurs lois. C'est la France, c'est l'Angleterre, c'est la Belgique qui commandent ces pays et qui dirigent ces pays de loin, mais ils les dirigent quand même. Donc ces peuples ne sont pas indépendants. Ces peuples sont exploités économiquement, ils ne profitent pas des ressources qu'ils produisent eux-mêmes. Et puis, domination culturelle, parce que ces peuples, ils vont oublier qui ils sont, finalement. Ils vont oublier leur identité première, leurs cultures ancestrales, tribales pour certains, notamment, je ne sais pas, par exemple, les tribus pygmées au Cameroun, les tribus berbères en Algérie. Ils vont oublier donc qui ils sont au profit de la culture occidentale, puisqu'on va leur apprendre la langue française ou anglaise ou belge, on va leur apprendre la bonne manière de se tenir, donc la manière européenne. Donc, trois façons de dominer la population, économique, politique et culturelle, et finalement ça commence à devenir un petit peu insupportable pour les peuples colonisés. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 1945 et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir deux puissances qui vont changer la donne. C'est l'URSS et les États-Unis. Puisque, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est affaiblie, et les deux superpuissances, il se trouve que ces deux superpuissances vont tenir des discours contre la colonisation. Ils vont tenir des discours pour encourager les peuples à disposer d'eux-mêmes, à se libérer des colonisateurs, des colons qui sont souvent européens. Alors, pour les États-Unis, c'est évidemment une manière d'affaiblir encore plus l'Europe. On sait que l'Europe est affaiblie par la Deuxième Guerre mondiale, elle est dévastée, elle est ravagée. Évidemment que les États-Unis, quand ils disent la colonisation c'est pas bien, c'est aussi parce qu'ils veulent affaiblir encore plus l'Europe, plus qu'elle ne l'était. Pour l'URSS, c'est que le communisme, c'est une idéologie qui refuse l'exploitation, toute forme d'exploitation, et donc la colonisation, c'est une forme d'exploitation économique en plus. Donc,
après 1945, il y a un contexte qui est favorable aux discours anticoloniaux. Surtout que il s'est passé quelque chose. D'accord, il y a eu Hitler qui, au nom d'un impérialisme, au nom de la volonté de s'approprier d'autres territoires, a commis des crimes contre l'humanité, d'accord, des millions de juifs, des tziganes, et j'en passe. Donc finalement, après 1945, il y a un contexte qui fait que on sent que décolonisation il va y avoir. D'accord, on sent la fin de la colonisation. Et donc, qu'est-ce qui va faire que la décolonisation va arriver? C'est qu'il va y avoir des élites, donc un petit groupe de personnes, des élites intellectuelles dans les pays colonisés qui vont émerger pour guider leur peuple vers l'indépendance. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les cas de Messali Hadj en Algérie et de Aimé Césaire en Martinique. Dans le cadre notamment du travail que nous allons accomplir cette semaine, avec moi et avec votre professeur de français, vous allez voir un petit peu de quoi il en retourne. Il va être bon là de présenter le discours anticolonialiste. Donc, je rappelle que colonialisme, c'est le discours qui défend la colonisation, et l'anticolonialisme, c'est le discours qui critique la colonisation. Le fait d'aller prendre des territoires et de dominer leur peuple. Donc, pour étudier l'anticolonialisme, il va s'agir d'étudier deux discours. D'abord, le discours d'Aimé Césaire, 1950, et le discours de Messali Hadj, 1936, donc, qui est un petit peu plus tôt. Donc d'abord, je vais vous parler du discours de Messali Hadj, de 1936, pour être un petit peu chronologique. Messali Hadj, donc c'est un Algérien, qui d'ailleurs a fait des études en France. C'est pour ça que je vous parle d'élite, c'est que ce sont des personnes venant des peuples colonisés, mais qui ont fait des études en France. Messali Hadj, il va prononcer un discours primordial pour l'indépendance de l'Algérie, même si on n'y pense plus trop. On pense tout de suite à la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962, mais auparavant, il a fallu qu'un personnage comme Messali Hadj parle à la population algérienne pour qu'elle comprenne qu'il faut gagner son indépendance. Il va donc tenir ce discours dans le stade municipal d'Alger le 2 août 1936. Pourquoi est-ce qu'il est important? Parce qu'il va s'adresser directement aux Algériens pour demander l'indépendance économique et politique vis-à-vis de la France. Et c'est la première fois qu'un personnage algérien, publiquement, dans un stade bondé, va souhaiter l'indépendance, puisque Messali Hadj, à côté de ça, il est en train de négocier avec le Front Populaire, qui est au pouvoir en France en 1936, vous le savez, et il est un petit peu déçu des négociations. Et finalement, c'est avec ce discours que va naître en Algérie la conscience du fait que l'indépendance ne peut s'obtenir qu'avec les armes. Finalement. Et finalement, ça va être prophétique, puisque à partir de 1954, il va y avoir la guerre d'Algérie et qu'elle va être extrêmement violente des deux côtés, d'ailleurs, du côté algérien et du côté français. Donc ça, c'est pour Messali Hadj. Vous allez avoir d'ailleurs un texte à étudier. Pour Aimé Césaire, donc Aimé Césaire, il est en Martinique. La Martinique, c'est une colonie française depuis 1636. Et en 1945, ce n'est plus une colonie, c'est un département français, département d'outre-mer comme aujourd'hui. Et donc, Aimé Césaire, en 1950, il prononce là ce discours sur le colonialisme qui va être écrit, où il va critiquer l'exploitation des peuples violemment et le pillage des ressources. Et donc lui, ce qu'il veut faire, c'est affirmer l'unification des Noirs, leur culture commune, contre l'oppression blanche. Et donc il va inventer, lui et d'autres, notamment Léopold Sédar Senghor, le concept de négritude, négritude dans le sens où affirmation d'une identité commune noire. Voilà.
Donc, ces deux personnages vont être très importants, même s'ils ne sont pas les seuls. En Inde, il y aura Gandhi, par exemple. Donc, ce n'est pas les seuls, mais on va étudier deux cas de personnes qui ont émergé dans leur peuple pour porter la voix de ceux qui veulent se diriger eux-mêmes, qui veulent donc obtenir leur indépendance. Et donc, ça va être très important pour comprendre le chapitre qui va être le vôtre la semaine donc après celle-là, qui va être sur l'indépendance et les nouveaux États. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine, un très bon travail d'histoire et de français. Je vous retrouve du coup vendredi pour la classe en ligne et puis la semaine d'après pour le chapitre d'histoire sur les nouveaux États après qu'on l'ait introduit cette semaine. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt!